Bonjour à toutes et tous. Donc, certainement quelques collègues qui vont encore nous rejoindre puisqu'il y avait une réunion du corps académique. À mon avis, ça s'est un peu éternisé. Donc, on aura sûrement un arrivage de quelques personnes encore dans quelques minutes. Eh bien, nous inaugurons donc aujourd'hui notre nouveau séminaire transversal intitulé « Regarder, voir, entrevoir, transparence et opacité de la représentation ». Un séminaire qui nous occupera pour un cycle vraisemblablement 3 ans, parfois un peu moins, parfois un peu plus. Nous verrons, mais a priori on est parti pour un cycle de 3 ans. Et pour ouvrir ce nouveau séminaire ou ce cycle, nous avons le plaisir d'accueillir Baptiste Villeneuve, qui est maître de conférence à l'université de Caen-Normandie en études cinématographiques. Ses principaux domaines de recherche sont le cinéma américain, les rapports entre cinéma et peinture, l'esthétique du cinéma, l'histoire des formes cinématographiques et les théories du cinéma. Alors, je précise que Baptiste, ancien élève de l'ENS, est, si je ne me trompe, philosophe de formation. Il a consacré ses mémoires de master, donc vous voyez, je remonte, ses mémoires de master d'abord à Habermas, puis sous la direction de Jacqueline Lichtenstein, et s'orientant alors clairement vers l'esthétique et le cinéma, à Andrei Tarkovsky dans une perspective merleau-pontienne. Et c'est au niveau du doctorat, si j'ai bien compris, qu'il a résolument pris la voie des études cinématographiques. Il est l'auteur de nombreux articles consacrés à l'esthétique du cinéma, notamment l'esthétique du nouvel Hollywood, dont il va nous parler aujourd'hui, des articles sur Brian De Palma, notamment sur Coppola, etc. Je précise aussi qu'il a co-dirigé un très intéressant collectif intitulé L'image, le secret, au Précis universitaire de Rennes, avec Julie Wolkenstein. Et puis il est l'auteur de ce livre, je l'ai ici, mon exemplaire, paru également au Presse universitaire de Rennes, Le Nouvel Hollywood, 1967-1980, une réinvention du point de vue, qui est, je crois, je suis sûr parce qu'il vient de me le confirmer, tiré de sa thèse, une thèse qui avait été dirigée par Vincent Amiel, que certains d'entre nous ici connaissent bien, et un livre qui est, selon moi, très important et tout à fait passionnant. Passionnant par son objet même, mais je suis sûr qu'il va vous en convaincre avec sa communication d'aujourd'hui. Donc passionnant par son objet même, mais aussi par son objet, c'est-à-dire le statut du point de vue dans le cinéma du nouvel Hollywood, mais aussi par l'ampleur qu'il donne à son traitement et qui fait de ce livre aussi un grand livre de théorie du cinéma et plus largement encore de théorie de l'image. Je suis donc très heureux de pouvoir l'accueillir au Centre Prospero et de lui donner maintenant la parole pour une communication qu'il a intitulée « Opacité du point de vue dans quelques films du Nouvel Hollywood 67-80 ». Vous ne pourrez plus ne pas savoir quelles sont les années du Nouvel Hollywood. Perception incarnée et finitude existentielle. Voilà, en te remerciant d'avoir accepté notre invitation. Baptiste, je te cède la parole. Merci énormément Laurent pour ton invitation, pour ton accueil. Merci aussi à Isabelle, qui n'est pas encore arrivée, et puis plus largement à tout le Centre Prospero de m'accueillir aujourd'hui. Pour cette communication donc, autour de votre séminaire Transparence et opacité de la représentation. Peut-être qu'il faut que j'appuie sur le... Je sais pas si ça marche. Vous m'entendez bien ou il faut que j'appuie sur le... Et donc, comme Laurent l'a dit, j'ai décidé d'intituler donc, ma communication aujourd'hui Opacité du point de vue dans quelques films du Nouvel Hollywood, perception incarnée et finitude existentielle. Donc, comme vous le savez sans doute, la métaphore de la transparence a été employée par différents théoriciens du cinéma pour caractériser la transitivité du cinéma classique et l'invisibilité de sa mise en scène, faisant écho par là aux idées développées par Louis Marin dans son ouvrage Opacité de la peinture. En parlant de transparence classique, ces théoriciens ont cherché à souligner combien les cinéastes de l'âge d'or hollywoodien, et Howard Hawks en serait en quelque sorte le parangon, s'efforçaient de ne jamais faire obstacle à la saisie pleine et entière de l'histoire narrée, et dans cette perspective, s'interdisaient tout usage voyant de la forme filmique, parce qu'elle risquait d'attirer l'attention du spectateur sur elle-même au détriment du contenu du film, et donc de faire écran à la saisie immédiate des enjeux de l'intrigue. Cette idée-là, cette idée que le Hollywood classique serait parfaitement transparent, mérite cependant d'être nuancée, comme plusieurs universitaires l'ont suggéré, par exemple en mettant en avant certains genres spectaculaires, comme la comédie musicale,
genres spectaculaires pour lesquels cette théorie de la transparence classique ne fonctionne pas tout à fait, en raison, par exemple, de mouvements de caméra virtuoses. On peut donc en partie, me semble-t-il, contester la validité de cette notion de transparence pour parler du cinéma classique, sauf, à mon avis, sur un point précis. Et donc, ça sera là ma première proposition aujourd'hui. Si, par l'usage du terme transparence, on caractérise la manière dont les cinéastes de l'époque classique construisent leur point de vue, par le biais du cadrage, par le biais de la composition des plans, alors il me semble qu'on peut légitimement conserver ce terme de transparence. En effet, ces réalisateurs classiques mettent systématiquement en œuvre ce que l'on peut appeler la convention du point de vue idéal, ou convention du point de vue optimal. Cette convention, je crois, est respectée dans presque toutes les scènes de tous les films classiques, sauf, alors dans de très rares cas, mais qui à chaque fois sont, parfaitement motivés, notamment, évidemment, quand il est nécessaire de cacher un élément de l'intrigue au spectateur. Alors, par exemple, quand il faut dissimuler le visage du meurtrier, ne pas le dévoiler trop tôt afin qu'une enquête puisse avoir lieu. Alors, en quoi consiste plus précisément cette convention du point de vue idéal qui, à mes yeux, serait tout à fait caractéristique du cinéma hollywoodien classique ? Pour bien le comprendre, il me faut effectuer un détour théorique afin de vous expliquer, donc, d'une part, ce que j'entends par point de vue, et d'autre part, de quelle manière je conçois l'expérience que fait un spectateur de cinéma lorsqu'il regarde un film. Alors, détour théorique qui va être peut-être un petit peu long, si c'est le cas, je vous prie de m'excuser si vous le trouvez un petit peu long, mais ce détour me paraît néanmoins indispensable pour saisir un certain nombre de thèses que j'énoncerai par la suite. Donc tout d'abord, ce que j'entends par point de vue, ce que j'entendrai aujourd'hui tout au long de mon intervention par point de vue, ce n'est pas l'avis moral, ce n'est pas le jugement de goût porté sur un objet ou sur un être, mais c'est la position géographique et même la position topographique, autrement dit le lieu précis que l'image cinématographique assigne au spectateur. Donc je comprendrai, si vous voulez, cette notion de point de vue dans sa dimension perceptive. D'où accède-t-on, en tant que spectateur d'un film, à la saisie de l'univers diégétique. Où nous place l'image cinématographique à chaque instant de l'action, et en quoi ce positionnement infléchit-il notre expérience et notre compréhension de la scène. Par ailleurs, deuxième point, d'après moi, tout point de vue est toujours le point de vue de quelqu'un. Ou plus précisément, et la nuance est importante, tout point de vue est le point de vue d'une instance douée de perception qui n'a pas nécessairement à être humaine et dont les modalités de perception peuvent être plus ou moins proches des nôtres, plus ou moins proches des modalités de perception humaine. Pour le dire autrement, il me semble qu'il y a toujours un porteur du point de vue, c'est-à-dire un corps qui est ancré dans l'espace, enraciné dans l'espace, individué, situé, et qui va se saisir perceptivement d'une partie de cet espace, et d'une partie seulement de cet espace. C'est précisément une telle approche de l'expérience spectatorielle que propose Jean-Pierre Eskenazi lorsqu'il examine dans son livre « Film, perception et mémoire » le rapport entre le film et son spectateur. Pour lui, et je m'inscris totalement dans son sillage, il faut penser ce rapport en termes de substitution de corps. Le spectateur réel dans la salle de cinéma, ce qu'Eskenazi appelle le spectateur empirique, oublie son corps le temps que dure la projection, ce qui lui permet en quelque sorte de se glisser dans un autre corps, celui que le film construit pour lui en lui assignant une place d'où il accède à l'univers diégétique, au monde diégétique. C'est cet autre corps, ce corps virtuel, qu'Eskenazi appelle le spectateur perspectif. Le spectateur perspectif, mais on peut aussi le nommer le porteur du point de vue, on peut l'appeler le foyer perceptif ou éventuellement le témoin invisible. Donc, tout plan cinématographique
fabrique en creux une place virtuelle que le spectateur est invité à habiter, à occuper, et qu'il est même contraint d'occuper, à moins bien sûr qu'il ne ferme les yeux face à l'écran ou qu'il décide de sortir de la salle, de quitter la salle. À chaque mouvement de caméra et à chaque nouveau plan, ce point de vue change et le spectateur va donc endosser pendant la durée du film les positions successives que le porteur du point de vue aménage pour lui à l'intérieur de chaque plan, mais surtout plan après plan. Enfin, autre point qu'il faut bien saisir, qu'il faut bien comprendre, c'est que tout point de vue implique un corps sous-jacent, un corps qui est certes virtuel, mais qui est néanmoins pensable, et un corps donc qui est celui du porteur de ce point de vue. Et les propriétés optiques du plan nous permettent de déduire certaines des caractéristiques de ce corps en puissance, de ce corps virtuel. Chaque plan, en fonction de sa forme, en fonction de ses mouvements, de son échelle, de sa profondeur de champ, du caractère fluide ou heurté du cadre, du caractère net ou flou de l'image, implique un porteur du point de vue différent, plus ou moins humain, plus ou moins calme ou nerveux, plus ou moins impliqué dans l'action diégétique. Une fois posé tout cela, qu'est-ce qui, d'après moi, définit spécifiquement le porteur du point de vue classique ? C'est notamment le fait d'être idéalisé par rapport à un être humain en chair et en os. En effet, son point de vue se démarque de notre perception humaine parce qu'il possède en particulier une faculté qui lui permet d'échapper à la pesanteur de l'incarnation. Alors qu'il s'agit là, on le sait bien, d'un trait essentiel de notre humaine condition. On ne peut pas échapper au fait qu'on soit incarné. Cette caractéristique du porteur du point de vue classique, c'est ce que j'appellerais son pouvoir de téléportation. Autrement dit, il a la capacité à passer instantanément, immédiatement, d'un point à un autre de l'espace, à la faveur d'un cut, c'est-à-dire à la faveur d'un changement de plan. Claude Baillet, dans sa thèse de doctorat, explicite les conséquences de cette mobilité surnaturelle, de cette mobilité surhumaine, en matière de connaissance. Donc je le cite, « La compréhension des lieux ou des situations s'en trouve évidemment augmentée. La diversité des axes et des distances multiplie l'information. » Fin de citation. Or, notre expérience quotidienne montre qu'en raison de notre incarnation, nous ne pouvons pas nous téléporter. Au contraire, nous ne pouvons changer de point de vue qu'en impulsant un mouvement de tout notre corps, c'est-à-dire en adoptant entre la perspective de départ et la perspective d'arrivée tout un ensemble de points de vue intermédiaires dont nous ne pouvons pas faire l'économie. Et ce trajet, évidemment, il prend du temps aussi. A contrario, parce qu'il n'est pas lesté du poids d'un corps, le spectateur perspective classique peut, lui, instantanément accéder, et de manière optimale, à tout ce qui doit être vu et tout ce qui doit être entendu. Autrement dit, il est toujours situé au plus près de l'action, toujours bien orienté par rapport à l'action, il est toujours placé au meilleur endroit, au meilleur moment. L'objet du regard est toujours bien centré, l'échelle de plan est toujours adaptée, l'image est nette, la lumière met bien en valeur les éléments cruciaux du plan. Sans compter qu'il n'y a jamais le moindre obstacle à la vue qui viendrait en quelque sorte opacifier la représentation. Voilà, ce sont toutes ces caractéristiques-là qui illustrent très concrètement ce que j'entends par convention du point de vue idéal. Cette convention sur laquelle repose d'après moi tout le cinéma classique, qu'elle soit d'ailleurs appliquée consciemment par les cinéastes, qui suivent en cela des conseils prodigués par des manuels de réalisation, par exemple, ou qu'ils l'appliquent inconsciemment, tout simplement parce qu'ils baignent dans une sorte ils sont immergés dans une sorte de bain visuel qu'ils reproduisent sans même s'en apercevoir. Donc, je dirais, comme miraculeusement, le spectateur perspective classique se trouve presque systématiquement à l'emplacement optimal, idéal, pour voir et pour entendre.
Et sa perception sélectionne avec la plus grande acuité, la plus grande pertinence, les traits saillants du réel, ceux qui lui confèrent une signification, un sens. En proposant à tout moment la meilleure perception possible des événements diégétiques, et par là même, des événements diégétiques, le porteur du point de vue assure au spectateur empirique un véritable confort d'appréhension et par là même de compréhension de l'intrigue. On pourrait donc dire que la transparence classique équivaut à un usage particulièrement efficace de la fonction indexique. Tout est fait pour guider le regard du spectateur vers ce qu'il faut voir. Il s'agit en particulier de bien discerner les visages des personnages, leurs réactions, et d'accéder ainsi à la compréhension de leurs sentiments. Alors à présent, que se passe-t-il d'après moi avec l'avènement du nouvel Hollywood, c'est-à-dire avec l'émergence de ce courant cinématographique qui, disons à partir de 1967 environ, ouvre un nouveau chapitre stylistique du cinéma américain, mettant ainsi fin donc au classicisme hollywoodien. Ma thèse, c'est que certains cinéastes de ce courant, et singulièrement Robert Altman et Alan J. Pakula, dont je vous reparlerai tout à l'heure, donc certains cinéastes de ce courant contribuent à une évolution majeure. Dans certaines scènes de leurs films, ils procèdent à ce que j'ai appelé dans mon livre une naturalisation du point de vue. Une naturalisation du point de vue. Pour le dire autrement, ces scènes proposent, par rapport au cinéma classique antérieur, des points de vue qui sont plus conformes à la perception naturelle d'un être humain, qui sont plus proches de l'appréhension que nous pouvons avoir dans notre vie quotidienne du monde qui nous entoure. En effet, dans la vie de tous les jours, nous ne sommes pas forcément toujours, loin de là, positionnés de manière idéale pour tout voir et pour tout entendre parfaitement. Aussi, tout se passe dans les scènes du Nouvel Hollywood en question comme si le porteur du point de vue s'humanisait, comme s'il se trouvait désidéalisé par rapport au cinéma classique. Et du coup, il perd certains des pouvoirs surhumains qu'il possédait dans le cadre du cinéma classique, en particulier sa faculté de téléportation. Donc les cinéastes du Nouvel Hollywood mettent en crise la convention du point de vue idéal, en multipliant des points de vue entravés, des points de vue gênés, partiellement bouchés, des points de vue à l'échelle de plan inadaptés, tout point de vue qui nous rappelle indéniablement ce que génère une perception incarnée, une perception vécue. Cette opacité, qui est présente dans de très nombreux plans du Nouvel Hollywood, constitue d'ailleurs, comme j'ai essayé de le montrer donc, dans mon livre, un des traits les plus marquants, les plus caractéristiques aussi de ce courant cinématographique. Alors, ce que traduisent ces plans opaques, à mes yeux, c'est notre finitude existentielle. Autrement dit, le fait que notre ouverture au monde, par le biais de la perception, est toujours dans le même temps, nécessairement et indissolublement, comme les deux faces d'une même pièce, une perception limitée, restreinte par notre enracinement spatial et par les faibles pouvoirs de nos sens. Cet enracinement spatial, ces faibles pouvoirs de nos sens, ne nous permettent pas de saisir d'emblée, généralement, le sens profond des événements auxquels nous sommes confrontés. Pour reprendre l'argumentaire de ce séminaire, le point de vue, donc je cite l'argumentaire, à la fois ouvre la vision et la situe, et donc la limite, tel un obstacle épistémologique produit par le désir même de connaissance. Fin de citation. Donc, ce que je cherche à dire, finalement, c'est que la transition du Hollywood classique au Nouvel Hollywood s'accompagne d'une profonde révision de la conception du porteur du point de vue. Pour utiliser des termes merleau-pontiens, donc, Laurent a fait référence au fait qu'en M2, j'avais fait un mémoire sur Merleau-Ponty et le cinéma, mais bon, ça commence à être un petit peu loin. Donc, pour ceux qui connaissent bien Merleau-Ponty, voilà, je m'excuse par avance parce que je ne connais pas non plus Merleau-Ponty extrêmement bien, mais
pour utiliser des termes merleau-pontiens, de sujets de survol qu'il était dans le cinéma classique, avec son pouvoir surhumain de téléportation, qui d'une certaine manière revenait à nier sa nature corporelle. Donc de sujets de survol qu'il était dans le cinéma classique, le porteur du point de vue devient, avec le nouvel Hollywood, dans certains plans de certains films, un sujet véritablement incarné, spatialement enraciné, ce qui se manifeste par la remise en cause de sa capacité à saisir immédiatement le sens des événements. De ce point de vue, le cinéma classique me semblait au contraire reposer implicitement sur une philosophie de la connaissance qui était particulièrement optimiste. Dans le cinéma classique, on a l'impression que voir et entendre clairement, accéder à toutes les informations de manière transparente, entraîne presque mécaniquement le savoir. Autrement dit, il y a dans ce cadre une sorte de saut du voir au savoir. Si on voit bien, on sait. Cette conception, propre à ce que Maurice Merleau-Ponty appelle l'intellectualisme, se voit critiquée par le philosophe dans Le visible et l'invisible. Je cite Merleau-Ponty, « L'épaisseur du corps est le seul moyen que j'ai d'aller au cœur des choses, en me faisant monde et en les faisant chair. C'est le corps et lui seul qui peut nous mener aux choses mêmes, qui ne sont pas des êtres plats, mais des êtres en profondeur, inaccessibles à un sujet de survol, ouvertes à celui-là seul qui coexiste avec elle dans le même monde. » Fin de citation. Donc, à mon avis, et même si bien sûr ils ne connaissent sans doute rien de Merleau-Ponty, des cinéastes du Nouvel Hollywood, dans leur pratique, prennent intuitivement acte de ce constat qu'il ne peut pas y avoir de véritable perception sans opacité. Dans certaines scènes de leurs films, le corps du spectateur perspectif constitue un obstacle qui, vecteur d'opacité, empêche par sa finitude et par sa vulnérabilité aux émotions la saisie objective des événements du monde. Mais pour autant, cela n'entraîne pas son éviction au corps, comme c'était le cas dans le cinéma classique, car ce défaut est largement compensé par un avantage. En effet, ce corps est aussi envisagé comme le véhicule privilégié de toute expérience véritablement sensible, véritablement émotionnelle de l'environnement. Autrement dit, en renforçant la corporéité du spectateur perspectif, le Nouvel Hollywood le rend plus perméable à la matérialité du monde, à l'aspect physique et à l'aspect émotionnel de la vie, mais il accentue par la même occasion toutes les limites qui sont de l'ordre de sa condition humaine, de son humaine condition. Alors, j'aimerais ici risquer une hypothèse, je n'ai pas le temps forcément de la développer, mais si ça vous intéresse, si vous souhaitez, on pourra revenir dessus lors de la discussion. Peut-être que ce changement de paradigme s'explique en partie par le contexte contemporain de l'émergence du Nouvel Hollywood, qui se caractérise notamment par une revalorisation générale du corps à laquelle va se livrer les années 60, même plutôt la deuxième moitié des années 60 aux États-Unis, avec la révolution des mœurs, la libération sexuelle, qui, durant ces années, notamment dans le cadre du développement des communautés hippies, vont prendre le contre-pied de la morale puritaine qui jusqu'alors était dominante dans le paysage culturel américain et en particulier à Hollywood. Cette révolution des mœurs, cette libération sexuelle accompagne le recul de l'influence des ligues de vertu et des condamnations du corps, voire des diabolisations du corps, comme vecteur de désordre qui amenait à le nier. Donc on pourra éventuellement, si vous le souhaitez, revenir là-dessus. Notre finitude existentielle, dont je vous ai parlé donc juste avant, qui se manifeste notamment dans l'impossibilité de tout voir et dans la difficulté de bien voir, se trouve parfaitement figurée dans la perception de nombreux personnages du Nouvel Hollywood, perception que nous sommes invités à partager dans des plans subjectifs. Donc je vais vous parler ici, pour commencer, de plans subjectifs. Et dans cette perspective, il est un type de personnage qui me paraît particulièrement pertinent pour étudier les répercussions d'une vision incarnée, personnage qui est assez abondant dans les films de la période. Il s'agit du personnage du voyeur et des scènes de voyeurisme.
En effet, certains films du Nouvel Hollywood vont s'attacher à faire coïncider notre point de vue de spectateur avec celui d'un voyeur, d'un personnage scopophile. Si cela peut évidemment entraîner une certaine gêne morale, question que je laisserai aujourd'hui de côté puisque ce n'est pas le cœur de notre questionnement, cela nous permet dans le même temps de faire une expérience analogue à la sienne, c'est-à-dire précisément une expérience marquée par une forme d'opacité. Alors pour illustrer cette idée, je vous propose de regarder ensemble un premier extrait qui est relativement court et qui est tiré du film Klute d'Alan J. Pakula, qui est sorti en 1971. Comme vous allez le voir dans cet extrait, il s'agit d'un plan subjectif qui nous fait partager durant de longues secondes la perception d'un voyeur, comme en atteste, vous allez le voir, la présence d'une de ses mains au premier plan en amorce. Le pervers est posté juste en face de l'appartement de Brie Daniel, incarné dans le film par Jane Fonda, appartement qui est situé de l'autre côté de la rue. Voilà, je vous passe l'extrait et puis je vous en parle tout de suite après. Donc c'est la scène qui commence tout de suite après la fin de cette. You know, I'm trying to stay out of it. Yeah. I'd love to party with you, but yeah. Well, listen, Marta, why don't you try to get somebody else, and if I change my mind, I'll call you, okay? Alors ici, dans ce plan subjectif, la position du voyeur et celle du foyer perceptif du film, donc la nôtre, se superposent très exactement. Elles fusionnent, et c'est là le propre des plans subjectifs qui nous font voir le monde diégétique à travers les yeux d'un personnage. Or, le point de vue ici est fortement limité, comme vous avez pu le constater. En effet, la vision du personnage, parce qu'elle est une vision située, est également une vision gênée. Elle dépend d'un corps en chair et en os qui ne peut mieux voir qu'en courant le risque de s'approcher et donc de signaler sa présence. Dans ce plan, le spectateur perspectif n'est plus un témoin invisible. Parce qu'il coïncide avec un personnage, il est affublé d'un corps, ce qui a d'importantes répercussions. Tout d'abord, la distance qui nous sépare du personnage de Brie Daniel, de l'autre côté de la rue, nous empêche de la détailler. Cela se traduit par l'absence de tout gros plan et plus largement par l'absence de toute variation des angles de vue, donc par l'absence de tout montage, à l'opposé de ce qui se passe ordinairement au cinéma. Tout rapprochement du foyer perceptif, qui permettrait de mieux voir, est ici inenvisageable. En effet, il est impossible pour le voyeur, en raison de son incarnation, de se téléporter à la faveur d'un cut, d'un poste d'observation à un autre qui serait plus proche, comme c'était le cas du témoin invisible dans le découpage classique. Ce que pouvait un esprit, figure invisible et à la mobilité surnaturelle à laquelle ressemblait le spectateur perspectif classique, un être corporel comme l'est le voyeur, et par extension le foyer perceptif des films du Nouvel Hollywood, ne le peut plus. Au contraire, ici, le personnage scopophile, le voyeur, mais également le spectateur, qui est contraint d'en passer par sa médiation, sont condamnés tout le temps que dure la scène à n'accéder à Brie qu'en plan d'ensemble. Échelle de plan qui n'est évidemment pas adaptée à son objet, puisque ce dernier se voit réduit à l'échelle, à l'état de miniature, que le voyeur peut, vous avez vu ça par rapport à la composition du plan, peut en quelque sorte avoir l'illusion de tenir dans le creux de sa main. À tout cela s'ajoutent de nombreux obstacles visuels qui, en plus de l'obscurité ambiante, vont opacifier la vue en venant s'interposer entre le sujet de la vision et l'objet de la vision. Le lacis d'un grillage
le mur de l'immeuble d'en face, les montants d'une fenêtre. Le voyeur aperçoit donc très mal sa proie, mais l'opacité est encore accentuée pour nous spectateurs par le voile laiteux, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, qui recouvre l'image sur toute sa surface. Voile qui est probablement obtenu par la position de filtre devant l'objectif, mais surtout par le travail effectué sur la mise au point par le directeur de la photographie du film, qui s'appelle Gordon Willis, et qu'on surnommait d'ailleurs le prince des ténèbres, parce que c'était un directeur de la photographie qui est connu pour mettre en scène des images qui sont particulièrement sombres, particulièrement opaques aussi. Cette mise au point, vous l'avez vu, est faite sur Brie Daniel de l'autre côté de la rue, et donc elle laisse hors de la zone de netteté non seulement la main du pervers au premier plan, dont les contours de ce fait se dédoublent, il y a une sorte de dédoublement de la main, mais aussi le grillage qui se trouve juste devant l'objectif de la caméra, si près de lui qu'il en résulte un effet de flou et un effet de maillage. Ici, par l'intermédiaire de ce qu'on peut appeler, à la suite de Marc Vernet, une composition voyeuriste, il s'agit, je crois, de nous faire sentir, de nous faire ressentir les limites qu'impose à sa vision l'ancrage spatial du personnage scopophile, son incarnation, ainsi que les faibles pouvoirs de ses organes sensoriels. Parce que ses yeux sont reliés à un corps dont ils ne peuvent pas se détacher pour explorer l'espace à leur guise, le pervers n'est pas idéalement placé pour épier sa victime. Le voyeurisme s'accompagne donc de la difficulté pour lui de bien voir, en raison de la distance qui le sépare de sa proie, en raison des obstacles visuels qui s'interposent entre eux, mais surtout de son incarnation et de ses limites sensorielles qui ne lui permettent pas de surmonter ses entraves et qui génèrent chez lui une forme de frustration. Toutefois, j'en viens donc là à une deuxième grande étape dans ma communication, toutefois, sur la question de l'opacité du point de vue, les plans subjectifs qui nous placent dans la peau donc, d'un personnage, par exemple un voyeur, ces plans subjectifs représentent dans les films du Nouvel Hollywood l'arbre qui cache la forêt. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Je veux dire que les caractéristiques perceptives d'un sujet corporel, comme la vision spatialement enracinée, la vision partielle, la vision empêchée, la vision lacunaire, donc ces caractéristiques perspectives d'un sujet corporel s'étendent bien souvent par un phénomène de contagion au plan objectif, c'est-à-dire aux plans dans lesquels nous ne partageons pas le regard d'un personnage. C'est un phénomène que j'ai baptisé donc, dans mon livre la subjectivation des points de vue objectifs. La subjectivation des points de vue objectifs. On a des points de vue objectifs, on ne passe pas à travers les yeux d'un personnage, et malgré ça, on a des images qui sont particulièrement opaques. Alors même que ces images pourraient très bien être construites tout autrement, c'est-à-dire alors même qu'elles pourraient tout nous montrer très clairement, le cinéaste choisit volontairement de produire des points de vue optiques et des points de vue sonores qui sont entravés, qui sont opaques, et qui rappellent au spectateur empirique certaines facettes existentielles, voire tragiques, de son humaine condition. En s'inscrivant par là dans la lignée de John Cassavetes, par exemple, ou de la Nouvelle Vague, certains réalisateurs néo-hollywoodiens cherchent, me semble-t-il, tout d'abord à dépoussiérer l'image classique, qui est jugée désuète par la plupart des contemporains, et donc ici, le Nouvel Hollywood cherche à véhiculer un sentiment de fraîcheur, de naturel, au détriment de la lisibilité et de la clarté. C'est une forme de déprise, je dirais, en quelque sorte. Et concrètement, cette déprise se manifeste dans les films de la période par la multiplication à l'intérieur de plans objectifs d'obstacles à la vue. Donc on va avoir beaucoup de plans objectifs avec des obstacles à la vue. Une certaine opacité des points de vue provoque donc ici ce qu'on pourrait appeler des effets de réel, car les images qui en découlent ressemblent beaucoup plus à des perceptions humaines possibles que celles du cinéma classique. Elles ne sont plus affectées de l'artificialité que pouvait générer une application trop stricte de la convention du point de vue idéal. C'est-à-dire que beaucoup de personnes à cette époque
quand on regardait, encore aujourd'hui, quand on regarde des films du cinéma hollywoodien classique, on peut avoir par moments un sentiment d'artificialité, précisément parce qu'on a l'impression qu'on voit trop bien, qu'on entend trop bien, que les personnages ont même une position parfois où ils se tournent vers nous, comme parfois dans le théâtre de boulevard, etc. Donc tout ça peut paraître artificiel, et donc Nouvelle Hollywood cherche d'une certaine manière à rompre avec cette artificialité-là. On peut d'ailleurs se demander si cette prise en compte de l'opacité de toute perception n'est pas plus généralement une tendance de notre modernité artistique, de toute la modernité artistique, l'une de ses caractéristiques les plus prégnantes en tout cas. Je laisse la question ouverte, on pourra en débattre, en discuter si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, la subjectivation des plans objectifs représente un cas de figure que les études sur le point de vue abordent très rarement, si ce n'est jamais. Alors il y a plein d'études qui s'appliquent à décrire comment l'énonciation vient souligner par le biais de la focalisation visuelle tel ou tel élément du drame pour que le spectateur en saisisse l'importance et donc que les enjeux profonds d'une scène lui apparaissent de manière transparente. En revanche, il est rare que soit analysée la situation inverse, c'est-à-dire celle d'une image qui serait volontairement dispersée, volontairement dispersive, autrement dit, qui ne sélectionne pas les éléments signifiants du réel, qui n'oriente pas, ne guide pas le regard du spectateur. Or, c'est précisément ce qu'il se passe dans certains films d'Alan J. Pakula et de Robert Altman. À l'opacité qui résulte de notre perception incarnée, opacité qui est présente dans une grande partie des films du Nouvel Hollywood, tout réalisateur confondu, donc là, il suffit juste de regarder un film du Nouvel Hollywood, donc si vous avez l'occasion, dans tous les films du Nouvel Hollywood, vraiment on a ça, on a vraiment beaucoup de plans objectifs avec des points de vue bouchés, empêchés, etc. Donc je ne vais pas vous montrer d'extrait particulier pour le prouver, mais ça vraiment vous pouvez le constater très facilement. Donc à cette opacité-là, qui est liée donc à notre perception incarnée, se surajoute chez ces deux réalisateurs en particulier, Altman, Pakula, mais sans doute aussi chez d'autres, une deuxième couche, une deuxième strate d'opacité qui vient renforcer la première et qui vient produire ce qu'on pourrait appeler une opacité au carré. En effet, donc, dans certains films d'Altman, dans certains films de Pakula, on sent très vite que l'on se situe dans la production de plans opaques, bien au-delà du seul désir de générer des effets de réel. C'est-à-dire, on sent bien que ce n'est pas simplement pour faire plus naturel, pour proposer une image moins artificielle. Il y a clairement chez ces cinéastes, dans certains plans de certains de leurs films, la volonté de fabriquer des points de vue beaucoup plus opaques encore que ceux que nous pouvons avoir dans la vraie vie en raison de notre perception incarnée. Ça saute aux yeux dès qu'on est confronté à certains de leurs plans, tant ces plans résultent d'un travail de composition qui est profondément réfléchi. Je vais vous en montrer quelques exemples tout de suite. C'est par exemple le cas donc, dans le film Le Privé de Robert Altman. Donc, c'est un film qui est sorti en 1973, dont le titre original est The Long Goodbye. En fait, il s'agit justement d'une adaptation du roman, une libre adaptation du roman noir de Raymond Chandler, qui porte le même titre. Et comme vous allez le voir dans les deux extraits, parce que je vais vous passer donc deux extraits, le cinéaste, ici Robert Altman, prend visiblement un malin plaisir à composer des images qui sont particulièrement opaques et donc à prendre le contre-pied systématique des prescriptions qui découlent de la convention du point de vue idéal. Donc, je vais vous montrer deux extraits successifs de ce film et ensuite je les commenterai les deux ensemble. Elle dure à peu près 4 minutes pour la première et 3 minutes pour la seconde. My, you are a pretty asshole. Yeah, my
other oysters. Yeah, thank you. All right, come on, let's get some prints. Thank you. Thank you. We have a room waiting for you. You got a towel I could wipe this off? Use your shirt, man. Use your shirt. This is my good shirt. Come on. You'll all be together in paradise. All right, thank you. Yes, yes. Hey, they got you too, huh, man? Hey, man, how's your cat? Ran away. How's your girl? She's all right, man. She got busted at a protest rally. I had to bust a pig that busted her, man. Come on, goddammit. It's all yours. I bought some cat. Come on, this is question and answer time. Sit down. Sit down. Sit down, Mr. Marlowe. Don't dirty up my joint. Sit down, right here. What's your name now, again? My name? Yeah. No, duck you to my name. Oh, fuck. Come on, what's your name? My name is Marlowe. Philip Marlowe. How do you Real spell it? cutie pie, Lieutenant. Yeah, how do you spell it? He's a smart ass, that's what he is. That's what I meant. Why don't you learn to say what you mean? He's a real smart ass, Lieutenant. Hi, boys. Who's in there? The Jane Hoover's in there? Sure, we're all peeking through. We got you about American activities, all right? Sure. All right, look. With an E, you got an E on your name. Yeah. Is that that sounds like a fag name. Huh? Fag? Is that what you are? Well, I'm a fag, but I You want to got know with an ladies' E. drawers on? Anybody with Philip Marlowe's got to be a fag. Sounds like an Exeter Academy fag. Right. Listen, what are you here for, Marlowe? Well, I'm here because I'm getting ready for the big game Saturday. You know, we're playing Notre Dame, and I hope I catch a touchdown pass. So now I'm going to be. I don't know what I'm doing here. I'm just getting into my makeup. Well, fags make up. That's you got a part of it. banjo? I do my aljo. Sure. This guy sounds like it. A fag, you dealing dirty work, right? What the hell are you doing here? That's what I I'm like. getting ready to sing Swanee. Swanee, how I love you, how yeah. Sure, I did Al Jolson. He was okay. Damn right he was all right. But here's what what the hell are we doing? Just sweat. You know sweat. Cayenne, this suit, the name Philip Marlowe. What the hell are you from? An Exeter Smart school ass. up I'm at from a prep long school? time ago. No, I went to no prep school. Nah, you don't look like prep school. But that's not important. What's important is you better have the right answers when Farmer gets here. Here's your man, Lieutenant, a real cutie pie. Pleasure meeting you, sir. Oh, well, you look very good, Marlowe. Why don't you just sit down there and stay there? Okay. We don't want you all banged up. Somebody might get the wrong impression. Now, tell me, Marlowe. Why can't you answer one simple question? Well, for two reasons. I don't like the way you guys ask questions, and I don't know what you want to know. Are you crazy? Yeah. I'm gonna give you one more chance. He's the cutie pie, Lieutenant. You're the smart ass, you little hunky bastard. Before I throw the book at you, Yeah, well, what's the charges? I'll give you that innocent crap. You expect me to believe that your friend Terry Lennox showed up in the middle of the night, and you drove him someplace a couple of 100 miles, and he didn't tell you? That's what I've been telling you. You want to hear the charges? Okay. Accessory after the fact of murder. Who's dead? Aiding a felon in unlawful flight. Lieutenant, who's dead? Terry Lennox's wife, that's who's dead. And not a nice dead. I don't believe it. Well, you gotta believe she's dead, that's obvious. So what don't you believe? I don't believe that Terry Lennox couldn't kill her. You don't think he could beat a woman to death? How long have you known him? I known him a long time. What is that supposed to mean? Long time, a long time. Long time. Yeah. From college, maybe? I didn't go to college. I know him before then. Okay, so you didn't go to college. What was his real name? You guys know his real name. Yeah, we know his name, but you tell me, huh? Lenny Potts. Lenny Potts. Yeah, well, he wanted to go, that wasn't fancy enough, so he changed it. Fancy. Fancy my ass. The man's a gambler, a hood. He's thick as thieves with Marty Augustine. So what does that mean? He was always splitting up with his wife. Oh, he loved his wife, you know. Was she cheating on him? You cheating on your wife? Maybe. But my wife's not dead. Was he cheating on her? Is your wife cheating on you? How come you know so little about your dear old pal, Marlowe? Are you just dumbing up? Last night, what did he tell you? That he was in a jam with his gambling associates? That he was fighting with his wife again? What excuse did he give you? Now, the hell with it. Take him out. Book him. Come on. Fuck you. Yeah, well, stand in line, baby. Come on. That's all I was waiting for. Voilà pour le premier extrait.
suivante. For my dog to come back. Harry, don't you know you're never going to be a first-rate hood? Morning. Sure. Yeah. So you come back, eh? I hope it's not too early. Too early. I'll tell you something. I just done 6 miles down that beach, eh? Oh, yeah? You look like you're wearing your working clothes. Yeah, I'm wearing my working clothes. Can I buy you a drink? No, thanks. A little early for me. You're looking well. Feeling fine. I had a funny encounter last night with a character named Augustine. Ever hear of him? Yeah, Minifard, huh? You writers have your own special way of describing. Thank you. Go ahead right in. Quiet! He won't bother you. He won't. Sit down. Quiet! You want a dog? No, I got a cat. You got a... Oh, my wife. Good morning. Good morning. I believe you know our friend, the Marlboro man here. Hello, Mr. Marlowe. Nice of you to come back. Grab your cigarette, huh? You're Yeah, I'll tell you that. Say, look, did you come here to see me or my wife? Well, actually, I just came to see how you were Well, doing. I have a little idea. I'd like to talk to my wife for a few minutes, so maybe you'd go out on the beach for a bit, and then we'll call you, okay? Oh, it's okay with me. I just wanted to see how you were. I think I'll be going. Right. now, so. Please, Mr. Marlowe, you don't have to go. Can't you stay? Well, on second thought, Mr. Wade, I guess I'll go down and count the waves. Do that. Sleep well? As well as ever. Well as ever. Pills? No. Contessa, perhaps you'd be kind enough to run into the kitchen and get me a bottle of milk. Milk? Is that what you really want? Would you say that once more? I asked, is milk what you really want? I think I was drunk already, wouldn't you? But I make a toast, huh? To us. Yeah, that's okay. You know, last night I remember we were talking about something important, but for the life of me, I can't remember what it is today. I simply said if you go on drinking, I'm going to leave you. You're gonna leave me. Yes. You know, maybe you've already left me. You know, you've got a wall around you, baby. Hmm? And that's the same thing. And let's stop playing games with each other now, okay? Because until such time as you can get into that solid gold heart of yours, that what I need is understanding. Until you learn that way, it might just turn out that I leave you. Maybe you should. Maybe I should. Oh, baby. Oh, Jesus. Jesus. Sit down, sit down. Sit down. I'm sorry I said that, but you're the only thing I've got left, don't you know? Alors, dans le premier extrait, celui au commissariat de police, lors de l'interrogatoire de Philip Marlowe, donc incarné par Elliot Gould, comme d'ailleurs le dialogue le thématise, on a l'impression qu'Altman cherche à tout prix à souiller l'image, à la salir, que c'est pour lui particulièrement jubilatoire de faire cela. Au-delà du commentaire politique acerbe que produit la scène par le biais du blackface, qui permet de dénoncer avec humour le racisme systémique de l'institution policière, donc au-delà de ce commentaire politique, tout se passe comme si Altman produisait un manifeste esthétique contre la propreté artificielle des images classiques
celle qui découle d'une obéissance aveugle à la convention du point de vue idéal. Pour ce faire, il fabrique l'envers parfait de l'image classique. Aussi, la composition du plan peut se lire comme un commentaire ironique à l'égard de la fameuse transparence classique. La vitre invisible, à travers laquelle le cinéma est censé nous faire voir le monde tel qu'il est ici non seulement rendue perceptible par le surcadrage, mais de manière assez grotesque, elle se retrouve recouverte, vous l'avez vu, d'une épaisse couche de saleté qui l'opacifie considérablement et qui donc attire notre attention sur elle. La trace de la main de Marlowe, elle aussi volontairement outrancière, rend la vision plus difficile encore, d'autant que vers la fin de la scène, comme je vous l'ai montré, Altman choisit d'effectuer un léger recadrage pour placer l'empreinte très exactement devant le visage de Marlowe, et donc d'une certaine manière le cacher, là où dans le cinéma classique, le recadrage avait une fonction totalement inverse, à savoir faire mieux voir en recentrant l'objet du regard. La deuxième scène, quant à elle, prend place dans la demeure des Wade, qui se trouve au bord de l'océan Pacifique, et le point de vue y est objectif tout du long, on n'est pas à travers les yeux d'un personnage, mais ce point de vue est sans cesse gêné par toutes sortes d'obstacles visuels. C'est le cas, alors je ne sais pas si vous l'avez bien vu parce que le plan était un peu sombre, mais c'était le cas dès le premier plan qui nous montre l'arrivée de Marlowe. Roger Wade, qui est ici incarné par Sterling Hayden, vient lui ouvrir la porte et le fait entrer. Et nous nous situons alors à l'extérieur de la maison. Le feuillage des plantes d'intérieur, les montants des porte-fenêtres rendent l'image peu lisible, d'autant que le spectacle de la rue se reflète en partie dans la baie vitrée. Quelques instants plus tard, l'opacification des images est encore plus intense. Vous l'avez vu, hein, tandis que nous voyons à travers la baie vitrée du salon Roger Wade et sa femme Eileen, incarnée par Nina Van Pallant, qui ont une discussion très tendue. Pendant que nous voyons cela, les montants des fenêtres en amorce bouchent une partie du champ, puis Altman réalise donc une surimpression, autrement dit, il superpose deux images distinctes, celle de l'intérieur de la maison vue depuis l'extérieur, qui est elle-même rendue opaque par les reflets des palmiers dans la vitre, vous l'avez vu, et d'autre part, deuxième image, celle de Marlowe qui marche seul sur le sable, au loin, le long du rivage. Dans le plan suivant, la surimpression est remplacée par une image unique, mais qui a exactement le même effet que la surimpression. Et une fois de plus, finalement, comme dans le premier extrait, la vitre n'est pas transparente et donc n'est pas invisible. Au contraire, parce qu'elle est à la fois une surface que le regard peut traverser et en même temps une surface réfléchissante, elle apparaît pour elle-même et elle produit de l'opacité en superposant différents plans de l'action. En jouant avec le reflet, en jouant avec la translucidité de la vitre, ainsi qu'avec la lumière et avec l'ombre portée du store, Altman crée un plan à la composition extrêmement complexe, difficilement lisible. Alors, ce qui est certain, c'est qu'un cinéaste de l'époque classique n'aurait jamais procédé de la sorte pour mettre en scène une séquence équivalente. Tout aurait été mis en œuvre, au contraire, pour suivre de près les personnages du début à la fin, et notamment pour saisir leurs expressions de visage, porte d'entrée de leurs sentiments, de leurs émotions, d'autant que cet épisode constitue un véritable nœud dramatique dans le film et qu'il en cristallise un certain nombre d'enjeux. En effet, Roger Wade, vous l'avez peut-être ressenti, n'est pas très heureux de voir Philip Marlowe débarquer chez lui. Il le soupçonne de s'intéresser d'un peu trop près à sa femme. Et ensuite, on a une dispute entre les deux époux qui soulève des questions cruciales. Eileen reproche à son mari de ne pas faire d'efforts pour guérir de son alcoolisme. D'ailleurs, il la frappe aussi. Hein, elle a une, je ne sais pas si vous l'avez vu, une marque sur le visage, sur la joue. Tandis que lui, de son côté, sous-entend qu'elle n'hésiterait pas à lui être infidèle. Alors, c'est peut-être un peu plus, je ne sais pas si dans l'extrait qu'on a vu, voilà, ou si c'est juste ce qui vient après, mais en tout cas, c'est le cas. Alors, est-ce à dire que dans cette scène, les personnages cachent bien leur jeu, voire qu'ils jouent un double jeu, on en rendrait bien compte sur le plan formel, justement, la surimpression, la superposition de deux images, celle que réfléchit la vitre et celle que nous percevons à travers elle. Si c'est bien le cas, la subjectivation des points de vue objectifs ne vise pas seulement ici
à conférer à la représentation davantage de spontanéité, de naturel, ce qui n'est d'ailleurs pas du tout le cas tant ces images sont sophistiquées en termes de composition. Mais aussi et surtout, cette subjectivation des plans objectifs vise à sécréter de la signification, sécréter du sens, par la production intentionnelle d'un mal-voir. On veut volontairement que le spectateur voit mal. Et c'est en effet, je pense, ce que cherche à faire donc Robert Altman et son directeur de la photographie, Vilmos Zsigmond. Ils utilisent ces points de vue empêchés, intermittents, bloqués, pour traduire sur le plan stylistique, de manière métaphorique, l'opacité foncière de la situation diégétique. Il s'agit de nous faire comprendre, et même au-delà de comprendre, de nous faire ressentir que cette situation n'est pas du tout transparente, qu'elle n'est pas immédiatement lisible et intelligible, qu'elle résiste à l'interprétation. Paradoxalement donc, l'opacité du point de vue ici nous éclaire sur le sens du réel, mais c'est pour mieux nous suggérer qu'à ce stade de son enquête, pour le détective Philippe Marlowe, le réel n'a pas de sens, ou que ce dernier, le sens, est bien difficile à trouver, à débusquer. Dans ce film, donc dans Le Privé d'Altman, tout s'éclaire cependant à la fin, lorsque nous découvrons en même temps que le détective Philippe Marlowe qu'il a été manipulé et que depuis le début, il est le jouet d'une conspiration échafaudée par les deux personnages auxquels pourtant il faisait le plus confiance. D'une part, son ami de longue date, Terry Lennox, celui qu'il a amené au début du film de l'autre côté de la frontière, et d'autre part, Eileen Wade, donc on a vu ici, la femme de Roger Wade. Rétrospectivement, on comprend alors pourquoi il y avait dans le film autant de points de vue opaques. Il s'agissait pour Altman de traduire perceptivement pour nous autres spectateurs l'incompréhension, la confusion de Marlowe, celle qu'il éprouvait tout au long de son enquête, en nous faisant sentir que les sous-entendus, les non-dits, les secrets étaient omniprésents dans ce film et qu'ils rendaient le réel particulièrement énigmatique, particulièrement indéchiffrable. Alors j'en viens maintenant au dernier film que j'examinerai donc aujourd'hui. C'est un autre film du Nouvel Hollywood qui va plus loin encore, me semble-t-il, dans la mise en scène de l'opacité, et qui la pousse, pour ainsi dire, à son paroxysme. Il s'agit du film À cause d'un assassinat d'Alan J. Pakula, film sorti en 1974 et dont le titre original est The Parallax View, titre sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Dans ce film, l'opacité du point de vue ne découle pas seulement du caractère incarné de la perception humaine, mais elle est aussi et surtout construite diégétiquement par l'action de puissances occultes qui s'emploient à maintenir cette opacité, voire même à la renforcer, en entravant toutes les tentatives d'en sortir par l'exercice des facultés de connaissance. Donc on va avoir une organisation secrète, en l'occurrence, qui va chercher à nous maintenir dans notre ignorance, nous autres spectateurs, mais aussi les enquêteurs à l'intérieur du film. Comme dans Le Privé, un personnage d'enquêteur, alors ici il s'agit d'un journaliste qui s'appelle Joseph Frady, qui est incarné dans le film par Warren Beatty. Un journaliste, donc un enquêteur, tente de décrypter une situation initiale qui est confuse, voire même incompréhensible. Mais si dans Le Privé, l'opacité de la situation reposait tout simplement sur le mensonge des conspirateurs, ici, l'opacité de la situation est le produit d'une véritable stratégie. Dans À cause d'un assassinat, une organisation secrète s'emploie à empêcher par tous les moyens possibles les personnages, et nous autres spectateurs par la même occasion, d'accéder à la vérité des événements. Alors, ce qui était déjà une tâche difficile en raison de la finitude existentielle, à savoir comprendre le réel, s'avère désormais, avec l'intervention de comploteurs, mission quasi impossible. Avant d'examiner donc le film plus en détail, juste, je pense qu'il est important de remarquer que cette thématique entre en résonance avec le contexte américain des années 60 et surtout 70, contexte qui est marqué, comme vous le savez, par un climat de paranoïa généralisée. Au cours de ces 2 décennies, en effet, il y a plusieurs événements importants qui alimentent l'imaginaire collectif des Américains. Alors, entre autres, on peut citer par exemple l'enquête
menée par la commission Warren à la suite du meurtre de John Fitzgerald Kennedy, commission qui arrive à la conclusion que Lee Harvey Oswald a agi seul et qu'il n'y a pas de complot. On peut également citer en 1971 la publication des Pentagon Papers, qui révèle qu'on a menti aux Américains sur beaucoup de points concernant l'implication politique des États-Unis au Vietnam. Et bien sûr, on peut citer entre 1972 et 1974 le scandale du Watergate, qui d'ailleurs qui inspire évidemment l'histoire du film suivant de Lanjei Pakula, Les Hommes du Président, qui sort en 1976. Dans le sillage de ces différents événements, il se répand aux États-Unis l'impression diffuse que le système cache des choses aux citoyens et que tout un chacun est pris, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non, dans des complots politiques ou dans des conspirations privées. Et vous avez comme ça tout un cycle de fiction du complot qui va venir illustrer cet état d'esprit de l'époque. Alors on peut citer plein de films, de Un crime dans la tête, 7 jours en mai, L'opération diabolique de John Frankenheimer dans les années 60, à Rosemary's Baby et Chinatown de Polanski, en passant par Le Gang Anderson de Sidney Lumet ou Conversation secrète de Francis Ford Coppola. On peut également citer Les 3 jours du Condor de Sidney Pollack, Blowout de Brian De Palma, etc. Au sein de ce cycle, il y a une trilogie que Frederick Jameson a baptisée la trilogie de la paranoïa, une trilogie de films donc réalisée par Lanjei Pakula, Klute, dont je vous ai parlé tout à l'heure, À cause d'un assassinat, qui date de 1974, et puis Les Hommes du Président, en 1976. Et cette trilogie de la paranoïa occupe une place de choix donc, dans ce corpus-là. Donc, dans le deuxième film de cette trilogie, À cause d'un assassinat, l'organisation secrète à laquelle on est confronté s'appelle la Parallax Corporation. Et c'est une organisation secrète qui est spécialisée dans l'assassinat d'hommes politiques de premier plan, en général des sénateurs. Mais surtout, cette organisation secrète s'attache à maquiller ces meurtres. Autrement dit, elle met tout en œuvre pour garder secrets les moyens qu'elle a employés pour tuer, et d'autre part, elle met tout en œuvre pour cacher le fait que les assassinats sont le fruit de complots. Comment s'y prend-elle ? Eh bien, elle adopte une stratégie, cette Parallax Corporation, qui consiste à donner aux enquêteurs toutes les raisons de croire que l'assassinat est l'acte isolé, l'acte purement individuel d'un loup solitaire. Comment s'y prend-elle pour parvenir à un tel résultat ? Eh bien, elle va emprunter 2 voies différentes, mais complémentaires. D'un côté, la Parallax Corporation va façonner un meurtrier. Dans ce but, elle va sélectionner de manière minutieuse, par différents tests, un asocial ou un désaxé qu'elle va ensuite soumettre à un conditionnement pour le galvaniser et le rendre en quelque sorte prêt à tuer. Une fois que cette personne-là a commis l'assassinat, alors que cette personne tente de fuir, elle est systématiquement éliminée, et ce, bien sûr, avant d'avoir pu révéler l'existence d'un complot. Ça, c'est la première stratégie. Deuxième méthode mise en œuvre par la Parallax Corporation, cette méthode correspond à ce qu'on pourrait appeler une stratégie de secours. Au cas où l'individu programmé pour tuer défaillirait au dernier moment, au cas où il serait trop hésitant, ou pour une raison ou pour une autre, au cas où il échouerait dans sa tâche, la Parallax Corporation va positionner sur les lieux du crime un de ses spécialistes. Si ce dernier est forcé d'intervenir, s'il est forcé de tuer lui-même l'homme politique, alors il lui faut faire croire en son innocence et il lui faut accuser quelqu'un d'autre à sa place. Bien sûr, l'individu qui est programmé pour tuer, mais qui a été défaillant, va être une cible toute désignée. Non seulement parce que cette personne-là a une arme à la main ou à portée de main, mais aussi parce que différents complices de la Parallax Corporation, présents sur les lieux, peuvent le désigner comme coupable. Dans cette seconde stratégie, il s'agit donc de dissimuler le véritable meurtrier derrière un innocent, qui va lui servir de couverture. La stratégie de la Parallax Corporation consiste donc à fabriquer un piège
à destination des personnages de la fiction présents sur les lieux du crime. Il s'agit de placer ces derniers dans une position telle qu'ils prennent des vessies pour des lanternes, ou plutôt un innocent pour le coupable. L'auteur apparent de l'assassinat accapare toutes les attentions et il s'interpose, tel un écran de fumée, entre les observateurs et son auteur réel, de la même manière qu'un train peut en cacher un autre, ou mieux, de la même manière qu'un arbre peut, selon l'expression consacrée, cacher toute une forêt, puisqu'il s'agit ici d'un être individuel qui dissimule une entreprise collective, qui dissimule un complot. La technique de maquillage de la Parallax Corporation consiste donc à interposer entre les témoins du meurtre et le véritable meurtrier un individu qui cache ce dernier, qui fait écran. On pourrait baptiser cette technique de manière métaphorique la stratégie de l'interposition ou la stratégie de la couverture, comme on dit par exemple d'une entreprise qui a pignon sur rue, qu'elle sert de couverture à une activité illégale. Alors je dis métaphoriquement, de manière métaphorique, car dans le cas des meurtres du film, ce n'est pas une interposition physique à laquelle on a affaire. En d'autres termes, l'individu innocent ne va pas jouer le rôle d'un obstacle à la vue qui empêcherait l'accès optique au coupable. Cette interposition ici, elle est bien plutôt d'ordre psychologique. L'assassin apparent, qui en réalité est innocent, va focaliser toute l'attention des présents, des témoins, et par là même, elle va les aveugler en les empêchant de regarder ailleurs et donc d'envisager tout autre scénario. Par ailleurs, pour maintenir les enquêteurs dans l'ignorance de la vérité, la Parallax Corporation va les empêcher de mettre en œuvre toute forme de parallaxe. Donc, j'en reviens justement au titre. Ce terme de parallaxe, qui apparaît dans le titre original du film, The Parallax View, désigne l'incidence que le changement de position d'un observateur peut avoir sur sa perception du monde environnant. Ça renvoie en gros à l'idée de changer de point de vue, la notion de parallaxe. Or, faire une parallaxe, c'est-à-dire changer de point de vue, c'est précisément le seul moyen de déjouer la stratégie de l'organisation secrète et donc de découvrir la vérité. Le nom de la Parallax Corporation est profondément paradoxal de ce point de vue-là. Dans ce nom est énoncée la solution, c'est-à-dire la parallaxe, que l'organisation secrète interdit justement de mettre en œuvre. Son but étant précisément d'empêcher les enquêteurs, quels qu'ils soient, de se décentrer de leur point de vue initial, qui est un point de vue erroné. Pour découvrir la vérité, pour comprendre, il faudrait que l'enquêteur puisse contourner l'obstacle qui fait écran. L'obstacle qui bloque l'accès à ce qu'il faut voir pour comprendre. Cela est non seulement suggéré donc, par le titre du film, The Parallax View, mais plus encore, et je vais vous le montrer tout de suite, par son tout premier plan, donc tout premier plan du film. Le film commence par ce plan-là. Premier plan qui réalise le programme du titre en nous donnant un exemple concret de ce que c'est qu'une parallaxe. Qu'est-ce qu'une parallaxe ? Premier plan du film, on montre un exemple tout à fait concret. Donc, comme vous avez pu le voir, un léger panoramique, panneau travelling de la droite vers la gauche nous révèle, derrière le totem qui occupe initialement le centre de l'image, une immense tour moderne. Il s'agit de la Space Needle, un monument célèbre de Seattle aux États-Unis. Tour moderne qui était d'abord entièrement masquée par ce même totem. Ce mouvement de caméra, ce mouvement d'appareil, peut être interprété comme une invitation qui est faite au spectateur, dès l'entame du film, à ne pas se fier à sa première impression, et donc à varier les points de vue. Varier les points de vue, c'est le seul moyen de débusquer le secret
qui était enfoui dans l'image première, mais que sa position initiale ne lui permettait pas d'apercevoir. Seul le changement d'axe va permettre de sortir de l'alignement entre l'observateur, l'obstacle à la vue et la vérité. Bref, l'opacité du réel, elle est première, la vérité n'apparaît pas immédiatement, elle est dissimulée, mais un effort de connaissance qui passe par un changement de point de vue, par une parallaxe, pourrait permettre de sortir de cette opacité. Si on n'atteint pas le sens, ce n'est pas parce que le réel n'aurait pas de sens, parce qu'il serait définitivement opaque, c'est parce que des individus mal intentionnés, en l'occurrence ici les comploteurs, nous empêchent volontairement d'accéder à la connaissance en bloquant tout changement de point de vue. Voilà. Pendant tout le film, on va avoir cette idée qu'on va bloquer, on va empêcher que ce soit les spectateurs, que ce soit les personnages dans le film, ou que ce soit nous autres spectateurs, de changer de point de vue, de faire une parallaxe pour accéder à la vérité. De telle sorte qu'il va y avoir cet alignement entre nous, l'obstacle à la vue, et que cet obstacle à la vue nous cache la vérité qui est derrière, du fait de cet alignement. Alors que si on pouvait changer de point de vue, faire une parallaxe, alors on pourrait accéder à la vérité. Or, ce qui m'intéresse tout particulièrement dans ce film, c'est que Pakula s'efforce de traduire visuellement le principe d'interposition qui est cher à la Parallax Corporation. Et cela à notre intention, à nous autres spectateurs. Autrement dit, il s'échine à nous faire comprendre le fonctionnement de ce biais psychologique en lui donnant une forme optique. Il thématise ainsi la stratégie mise en œuvre par l'organisation secrète et il va l'amener progressivement à notre conscience de spectateur. Cela passe, vous l'aurez deviné, par la construction de plans opaques. Et cela apparaît nettement à partir du deuxième plan du film. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, je vous propose de regarder cette scène. Donc, pour que vous compreniez, cette scène nous présente une journaliste ici qui s'appelle Lee Carter, interprétée par Paola Prentice, qui est en train de commenter pour la télévision au pied de la Space Needle, donc de cette tour moderne qu'on a vue dans le premier plan émerger derrière le totem, l'arrivée d'un sénateur qui s'appelle le sénateur Carroll et de sa femme. Le sénateur Carroll s'apprête, on est le 4 juillet, donc le jour de l'indépendance aux États-Unis, et au cours de cette fête de l'indépendance, il compte annoncer sa candidature à l'élection présidentielle américaine. Donc je vous passe la deuxième scène, et ensuite j'arrêterai à la fin de cette scène pour la commenter un petit peu. Today to celebrate. We have Senator Carroll with us today to celebrate Independence Day, and he is an independent politician. In fact, so independent that some say they don't know which party he does belong to. Austin Tucker. Austin is with us today as the political advisor to Senator Carroll. Austin, we hear, or people say, that there is some possibility that you want to get the nomination for Senator Carroll next year. Oh, well, I think we're jumping the gun there, Miss Carter. We also hear... He's not running for any other office. He's concentrating on the one he has now. Mrs. Carroll. He really looks terrific. He is the ideal father if you're young enough, the ideal husband if you're old enough, and I guess the ideal leader of our country. So says Austin Tucker, if you're any age. Yes, Lee, how are you? Senator Carroll, just fine, thank you. Welcome to our city. How do you do? How are you? You all look just as wonderful as you do in all the photographs. How do you manage that? Always smiling. Well, I'll tell you, we're very happy and that breeds smiling faces, and I'm happy to be with my constituents today on such a wonderful day, Independence Day. Thank you very much, everybody. Thank you. Okay, thank you. Donc, de manière
assez étrange, hein, comme vous avez pu le constater. De nombreux obstacles à la vue, qui constituent autant de caches fixes ou mobiles, viennent s'interposer sans arrêt entre la caméra et la journaliste pendant toute la durée de la scène. En tout cas, à chaque fois que la caméra prend pour objet la journaliste. Ils opacifient la vision, ils la rendent intermittente. En ce qui concerne le son, il bénéficie du même traitement. On n'entend pas très bien les propos qui sont tenus par Austin Tucker, l'assistant du sénateur Carroll. Ces propos sont parasités par le bruit de fond de la parade. Aussi, ces plans sont-ils largement programmatiques. Ils annoncent en effet, pour le spectateur attentif, le traitement que recevra le point de vue tout au long de ce film. Un point de vue qui refuse la transparence, ou plus précisément, qui empêche toute forme de parallaxe. Un point de vue qui, contrairement à ce que nous invitait à faire le premier plan du film, ne permet pas de changer de perspective pour mieux voir et pour mieux entendre, donc pour mieux comprendre la vérité profonde des événements auxquels nous sommes confrontés. Or, vous allez le voir, ce refus de la transparence, il est justement au cœur de la scène suivante, ça sera mon dernier extrait, qui est la scène de l'assassinat du sénateur Carroll. Donc, ce sénateur qui vient d'arriver là va être dans quelques instants assassiné. Ce que je vous propose, c'est d'abord de la regarder une première fois en entier, puis dans un deuxième temps de l'étudier, je m'arrêterai à plusieurs endroits importants, d'étudier en détail pour bien comprendre justement comment elle est construite. Ed, how are you, sir? Good to see you. You're looking very good, Ed. Thanks for everything. Hello, how are you? Lady, but I found up on that one, didn't I? And I know a little bit about your background. Your lovely family. I'll have a scotch and water. Ladies and gentlemen, my wife Kit and I would thank you very much for inviting us here today, this Independence Day. Independence Day is very meaningful to me because sometimes I've been called too independent for my own good. Dans cette scène, le spectateur est pris par surprise. Le meurtre intervient quelques secondes à peine après que le sénateur a commencé son discours, et le point de vue au moment où son corps s'écroule n'a rien d'idéal. Au contraire, ce point de vue nous empêche de savoir d'où le coup de feu est parti et qui a tiré. Comme dans le film de Zapruder, que vous connaissez sans doute, celui qui a été tourné, le film amateur qui a été tourné au moment de la mort de John Fitzgerald Kennedy, on perçoit comme dans ce film très mal ce qu'il se passe. Le sénateur nous tourne le dos, nous le voyons en légère contre-plongée, et une vitre ici fait écran, vitre, que
que rendent opaques des reflets, puis ensuite, dans un deuxième temps, le sang qui dégouline. D'ailleurs, dans tous les extraits que je vous ai passés, vous aurez noté qu'il y a cette idée d'une fenêtre soit qui opacifie, qui est rendue sale, qui empêche de voir, voilà, différentes manières. Mais surtout dans cette scène, Pakula met en place un dispositif piège qui est extrêmement ingénieux. En effet, quelques instants avant le meurtre, et je vais revenir un peu en arrière pour vous montrer donc, la construction de cette scène, quelques instants avant le meurtre, le visage d'un serveur, vous l'avez peut-être vu, nous est montré en gros plan dans l'embrasure d'une porte, et il nous est montré à nous autres spectateurs et à nous seuls, à notre intention, à nous. Je vous remontre aussi. Ed, how are you, sir? Good to see you. You're looking very good, Ed. Thanks for everything. Hello, how are you? À ce moment-là, où vous avez ici en bas à droite le personnage de la journaliste Lee Carter, qu'on a vu dans la scène qui précède, qui est en train de discuter avec le conseiller du sénateur Carroll, Austin Tucker, qui est ici. Gros plan sur le visage de ce serveur ici. Son expression, qui est relativement troublante, attire sur lui, d'emblée, me semble-t-il, notre suspicion. Un gros plan sur ce visage, on se dit pourquoi est-ce qu'on nous montre ce serveur ? Enfin, il y a quelque chose d'un peu étrange. Dans le plan qui suit, qui est relié à ce plan-là par un raccord de mouvement, vous allez voir ce serveur, qui est reconnaissable à ses roues flaquettes, en fait on voit qu'il a des roues flaquettes, qui va se rendre sur la plateforme extérieure de la tour et qui va prendre des mains d'un deuxième serveur, retenez bien aussi le visage de ce deuxième serveur, un plateau sur lequel sont déposés des verres. Donc regardez, là, à la fin de ce plan-là, il engage un mouvement, s'avance, là il rentre dans le cadre droit, c'est lui qui prend le plateau des mains d'un autre serveur, dont on retient bien le visage. Là, le personnage d'Austin Tucker à droite, qui avec la main dit « Je veux un verre, s'il vous plaît ». Donc ce personnage-là va se tourner vers la droite. Ici, rapport de regard, et donc on est à travers les yeux, grosso modo, du personnage, justement, du serveur. Donc là, on est en plan subjectif à travers les yeux du serveur à ce moment-là. Donc le spectateur voit désormais à travers les yeux du serveur suspect, point de vue qui va lui être imposé pendant tout le temps que dure ce plan. Quelques secondes s'écoulent, je vous montre, et à l'intérieur de ce même plan, constatez qu'il n'y a pas de cut. Ladies and gentlemen, my wife Kit and I would thank you very much for inviting us here today this Independence Day. Independence Day is very meaningful to me because sometimes I've been called too independent for my own good. Il y a eu exactement 16 secondes qui se sont écoulées entre le début du plan et le moment où les coups de feu interviennent. Voilà. Donc quelques secondes s'écoulent, 16 très exactement, et à l'intérieur de ce même plan, nous voyons le sénateur qui reçoit 2 balles dans le corps. Le spectateur se dit alors, en tout cas s'il a bien suivi, qu'il a eu tort de tenir le serveur pour un personnage malveillant. Il ne peut pas être l'auteur du crime, puisqu'il en est le témoin impuissant, et nous partageons sa vision de la scène en plan subjectif. En gros, on est à sa place, on regarde à travers ses yeux, donc ça ne peut pas être lui le meurtrier, en principe. Le spectateur tient dès lors l'expression louche du serveur pour une pure et simple fausse piste. Il se dit, dans le plan précédent, le gros plan, c'était juste une fausse piste. Pourtant, vous allez le voir, quelques secondes à peine après les coups de feu, 4 secondes très exactement, vous allez avoir un nouveau plan qui va de nouveau nous montrer le serveur aux roues flaquettes, à travers la perception duquel on est censé avoir saisi cette scène, et satisfait de lui, comme s'il avait mené à bien une mission, il va camoufler un revolver dans la poche intérieure de son veston, ce qui entre en contradiction frontale avec la conclusion qu'on venait de tirer, c'est-à-dire on s'était dit, ça ne peut pas être lui, puisqu'on est à travers ses yeux, donc il est juste témoin, il ne peut pas être l'assassin. Et là, on se dit, de nouveau, si, ça semble être lui l'assassin. C'est peut-être lui l'assassin. Regardez, donc les coups de feu viennent d'être tirés. 1, 2, 3, 4. Et là, on a deux serveurs successifs. Vous avez un premier serveur, celui qui lui avait donné le plateau, qui est retrouvé avec un pistolet à la main.
cut et plan sur un autre serveur, celui au Rouflaquette, voilà, à travers le point de vue duquel on était censé voir la scène 4 secondes plus tôt, à peine, même moins de 4 secondes plus tôt. Donc, d'un point de vue topographique, ce serveur occupe ici une position qui semble éloignée de celle où nous pensions l'avoir laissée, c'est-à-dire de celle où nous nous tenions quelques plans auparavant. Un deuxième serveur, celui qui lui avait transmis le plateau avec les verres, est retrouvé un pistolet à la main, mais l'expression de son visage semble faire de lui un innocent. Il paraît ne pas bien comprendre ce qui lui arrive. Pourtant, il va aussitôt servir de bouc émissaire, vous l'avez vu, à la foule choquée, permettant ainsi au premier serveur, qui est manifestement le véritable coupable, de passer inaperçu. Un serveur peut donc en cacher un autre, de la même manière que le totem dissimulait la Space Needle dans le premier plan du film. Donc là, il range, personne ne le regarde parce que tout le monde a ses yeux attirés par ce serveur-là. On essaie de désarmer, qui tente de fuir, et que tout le monde poursuit. Donc on nous remontre encore une fois que lui peut partir sans être inquiété, que personne ne l'a vu, etc. Et c'est lui qu'on verra dans le dernier plan de l'extrait que je vous ai passé, en bas de la tour. Il a enlevé sa tenue de serveur, puisqu'il n'a plus une veste rouge, mais une veste grise. La boucle est bouclée quelques instants plus tard, lorsque le serveur bouc émissaire, en cherchant à fuir ceux qui tentent de l'appréhender, chute mortellement du haut de la tour, emportant ses secrets dans la tombe. Donc il est mort, donc il ne peut pas dire « tout ça, c'est le fruit d'un complot ». Le serveur au Rouflaquette, pour sa part, quitte les lieux sans être inquiété, et après une ellipse, Pakula nous le montre de nouveau en gros plan au pied de la tour, sourire aux lèvres, à nous autres spectateurs et à nous seuls spectateurs. Le tour de force ici, c'est d'avoir fait croire aux spectateurs que le plan dans lequel le sénateur est tué était un plan subjectif de bout en bout, cependant que Pakula transformait en cours de plan le statut du point de vue, le faisant passer de subjectif à objectif. Autrement dit, sans qu'on soit informés, nous autres spectateurs, ce plan va passer d'un plan subjectif à un plan objectif. En effet, ce plan ne peut pas être subjectif tout du long, puisque le spectateur va retrouver à peine quelques instants après les coups de feu, en un lieu très différent de celui où il devrait se tenir, l'homme dont il était censé assumer le point de vue. La perspective sur l'événement était donc d'abord subjective, puis elle est devenue objective, sans que le spectateur en soit informé. Pendant les quelques secondes, les 16 secondes qui séparent le début du plan du meurtre proprement dit, le serveur, dont nous avons un court instant partagé la perception, s'éloignait pour déposer son plateau, pour se placer dans l'embrasure d'une porte et pour tirer sur le sénateur, ou du moins s'apprêter à tirer si nécessaire. Quant au sénateur, nous le voyons s'effondrer depuis le point de vue qui était initialement celui du serveur suspect, mais que ce dernier a déserté entre-temps pour accomplir sa mission. Je vous remontre. Raccord de regard, point de vue, plan subjectif à travers les yeux du serveur, ou à peu près, disons. Mais là, plus personne ne regarde vers lui, que ce soit ni Lee Carter, ni Austin Tucker, ni Lee Carter, il ne regarde plus vers lui. Et donc, pendant les 16 secondes qui séparent ce moment du moment où la balle va être tirée, en fait, là, on est déjà sans doute plus en plan subjectif, mais en plan objectif. Ladies and gentlemen, my wife Kit and I would thank you very much for inviting us here today this Independence Day. Independence Day is very meaningful to me because sometimes I've been called too independent for my own good. Ce qui explique qu'on le retrouve quelques secondes plus tard, ici, dans le plan qui arrive ici. Alors, où est-ce que je veux en venir avec cette analyse d'extrait ? De la même manière ici que la Parallax Corporation tend un piège psychologique qui est destiné à leurrer les observateurs de la scène, il désigne à tout le monde un faux tueur pour qu'on ne porte pas nos regards sur le vrai tueur. De la même manière, Pakula pose lui aussi un piège, mais un piège optique, celui-là, et un piège qui est destiné à nous tromper, nous autres spectateurs du film. Par son utilisation du cadrage et son utilisation du montage, il pose ici un piège optique afin de tromper les spectateurs du film. Notre ancrage de spectateurs, dans le point de vue qui nous est imposé, assigné, que nous sommes contraints d'adopter, ne nous permet pas, en effet, ici, de faire une parallaxe.
de changer de perspective sur l'événement, ce qui permettrait d'en saisir la vérité profonde. En effet, Pakula aurait très bien pu procéder autrement. Par exemple, il aurait pu poursuivre le plan subjectif. Dans ce cas-là, nous aurions accompagné le déplacement du serveur, nous l'aurions peut-être vu par l'apparition de ses bras au premier plan en amorce déposer le plateau avec les verres, puis attraper son arme et la mettre face à lui. Voilà, on aurait très bien pu imaginer poursuivre le plan subjectif. C'est ce qu'il n'a pas fait, justement. Ou alors, en recourant au montage, Pakula aurait pu abréger le plan évoqué, et dans le plan suivant, un plan objectif celui-là, il aurait pu nous montrer les faits et gestes du serveur, jusqu'à ce qu'il se trouve dans l'embrasure de la porte et qu'il tire sur le sénateur ou qu'il s'apprête à tirer sur lui. Mais là aussi, c'est justement ce que Pakula n'a pas fait. Et cela de manière à nous placer, nous autres spectateurs, dans une position comparable, analogue à celle des personnages qui sont spectateurs de l'assassinat. Par le plan fixe, il nous force à conserver notre point de vue, qui est un point de vue erroné. Comme les personnages spectateurs de l'assassinat, nous n'avons pas vu qui a tiré, du moins nous n'avons pas vu avec certitude qui a tiré. Pour conclure, donc j'en arrive enfin à ma conclusion, désolé c'était un peu long peut-être. Donc pour conclure, si Altman et Pakula et plus largement les réalisateurs du Nouvel Hollywood produisent des plans aussi opaques, c'est, je pense, pour nous placer, nous autres spectateurs, dans une position d'incertitude, d'incompréhension et de confusion qui soit analogue à celle des personnages diégétiques qui mènent l'enquête, personnages qui, dans ce cadre, se retrouvent victimes de complots ou victimes de machinations. En traduisant sur le plan visuel, par l'interposition d'écrans qui nous empêchent de bien voir l'épreuve de l'opacité à laquelle sont confrontés ces personnages, donc, si vous voulez, leur difficulté à accéder au sens et à la vérité des événements, les cinéastes nous immergent en quelque sorte dans la condition de ces personnages, c'est une forme d'immersion, on pourrait dire, et ils nous font partager quelque chose de leur désarroi, de leur impuissance, de leur déception, de leur frustration. En d'autres termes, ce que ces cinéastes cherchent à faire, je crois, c'est nous rendre véritablement palpables, sensibles, que ce soit dans des plans subjectifs ou des plans objectifs, les répercussions psychologiques et aussi physiologiques de leur finitude existentielle. C'est ici que, à mes yeux, se loge la grande nouveauté de ces films du Nouvel Hollywood par rapport à ceux de l'âge d'or classique hollywoodien. En effet, on a de nombreux films noirs classiques, c'est un peu impropre du genre, qui déjà nous présentaient des protagonistes qui étaient englués dans une réalité très complexe qu'ils n'arrivaient pas à déchiffrer. On peut penser, en parlant de grands classiques, par exemple, au Faucon maltais de John Huston en 1941, ou Grand Sommeil, bien sûr, de Howard Hawks en 1946. Mais John Huston, Howard Hawks, faisait cela comme extérieurement. Autrement dit, ces réalisateurs ne s'efforçaient pas de placer le spectateur dans une position perceptive qui soit comparable à celle des personnages, afin qu'il puisse faire l'expérience, au sens fort du terme, des mêmes affres existentielles que lui, au premier chef, faire l'expérience de sa finitude, la conscience de sa finitude, et ce que cette finitude peut avoir de tragique. C'est ce qui se passe avec les enquêteurs des deux films que je vous ai montés. Ils sont confrontés à leur finitude, à l'incompréhension, à la confusion, au fait que le réel leur paraît extrêmement opaque et qu'ils n'arrivent pas à démêler la vérité des choses, et ça crée chez eux une forme de frustration. Il y a presque quelque chose d'un peu tragique aussi dans cette finitude existentielle-là. A contrario, les films du Nouvel Hollywood, eux, s'emploient à renforcer notre implication de spectateurs et notre participation affective, à nous faire comme incorporer, je dirais, donc d'où l'importance encore une fois du corps, les sentiments et les sensations qui sont ceux des personnages, et cherchent à nous les faire expérimenter, vraiment à nous les faire vivre, avec toute la dimension physique et même la dimension presque viscérale que cela suppose. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. Merci.